Bienvenue sur l'île de Santa Catalina, en plein océan Pacifique, à 1 heure de bateau de Los Angeles. Santa Catalina, c'est l'île aux stars. Mais c'est par les airs que Stan Lee, monstre sacré de la bande dessinée américaine, débarque. Hello fans de comics, nous sommes au festival du film de Santa Catalina. Ce soir il y a un invité exceptionnel, je suis tellement excitée, c'est le fondateur de Marvel, le créateur de vos super-héros favoris. Je parle bien sûr de Stan Lee. Nous allons voir en avant-première son film Avengers. Sur le tapis rouge, Stan Lee a l'air d'un papy heureux. Mais c'est surtout une légende, à 89 ans, papy fait mieux que de la résistance. C'est le meilleur film de super-héros jamais réalisé. Il vient présenter Avengers, le meilleur démarrage de l'histoire du cinéma. Je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Je m'amuse avec des dessinateurs, des scénaristes, des réalisateurs. Il n'y a rien d'aussi drôle. En plus, on m'interviewe même pour raconter ça. Avec son festival du film, Santa Catalina est devenu un haut lieu du cinéma américain depuis les années 30. C'est là que résidait Marilyn Monroe, mais c'est surtout là que Charlie Chaplin et John Wayne projetaient en avant-première tous leurs films. Stan Lee les a aujourd'hui remplacés. Après avoir révolutionné la bande dessinée américaine, ou comic books pour les initiés, il s'attaque aujourd'hui au cinéma. Ce n'est pas une nouvelle révolution, mais son prolongement. Les personnages sont identiques. Grâce au cinéma, il y a simplement plus de gens qui peuvent les voir. Il y a 50 ans, alors que l'industrie des comics périclite, Stan Lee a eu une idée lumineuse qui va changer sa vie et le monde des comic books. Créer des super-héros plus proches des hommes. Problème d'argent, rupture sentimentale, trahison amicale, plus rien n'épargne les super-héros. Le succès est immédiat. Stan Lee va marquer à vie des générations d'adolescents. J'adore Stan Lee depuis que je suis tout petit, je suis un fan inconditionnel de Marvel. Je suis plus excité de voir Avengers que mon propre film. Et Peter Parker était mon meilleur ami de 7 à 14 ans. Oui, Stan, c'est le meilleur. Depuis les années 60, Spider-Man est le symbole de ces super-héros à visage humain. Mais aussi Daredevil, qui est aveugle, ou Iron Man, un cardiaque. 10 ans après leur mise à l'écran, les super-héros de Stan Lee ont déjà écrabouillé les autres super-productions hollywoodiennes. Pourquoi l'Amérique et le monde se passionnent-ils pour ces surhumains sortis des bandes dessinées? Quelle est leur histoire? En quoi Superman et Spider-Man sont-ils différents? Et faut-il avoir peur des real-life super-héros, ces citoyens ordinaires qui se prennent pour des super-héros? Voyage sur cette planète avec des créateurs, des fans, des stars, des psychiatres, des super-héros irréels qui vivent dans un monde bien réel. Et vous, qui est votre super-héros favori? Wonder Woman, Batman, Spider-Man, Wolverine. On dit que sur Hollywood Boulevard, les super-héros se baladent dès la nuit tombée. Alors, parmi les 10 millions de touristes qui arpentent chaque année le Walk of Fame, ils doivent bien être quelque part. Quand il ne monte pas la garde devant l'étoile de son créateur, Spider-Man tisse sa toile pour admirer l'affiche d'Avengers. L'homme araignée maîtrise mal l'anglais. Ça va, Spider-Man? Yeah, sure. T'aimes bien faire ça, Spider-Man? Yeah. Fraîchement débarqué du Japon pour faire carrière dans le cinéma, Toshio enfile pour l'instant le costume de son super-héros favori pour gagner sa vie. Comme Dark Vador, Transformer ou Batman qui prend la pose avec son pire ennemi. Dans cette Amérique, fascinée par les super-héros, celui qui s'habille comme eux peut se faire un beau pactole. Tous ces super-héros sont apparus à des âges différents dans l'histoire des comics. Mais ce soir, il en manque un de super-héros. Le premier d'entre eux, celui avec qui l'histoire des comic books a commencé, Superman. Et même s'il n'est pas né sur la Terre mais sur Krypton, ce soir, Superman manque à la Supergirl obligée de s'afficher avec Spider-Man. Hollywood, 9 h du matin. Comme tous les jours, des fans s'agglutinent près des studios télé pour apercevoir leur star favorite. Mais celui que les petits et les mamans s'arrachent, c'est Superman, alias Christopher Denis. Garçon de café, Christopher rêve de faire carrière à Hollywood. Mais il ne perce pas.
Ses amis notent sa ressemblance avec Christopher Reeve, l'acteur qui interprète Superman au cinéma. Véritable fan de l'homme d'acier, Christopher lance la mode des sosies de super-héros sur Hollywood Boulevard. 2 décennies plus tard, la rue l'appelle toujours. Regardez, c'est Superman. Hey, salut les garçons. Il y a un job pour Superman. Qu'est-ce qu'il répète souvent, Superman? Oh, je dis plusieurs choses. Plus rapide qu'une fusée. Plus puissant qu'une locomotive. Je me bats pour défendre la vérité et la justice. Je suis l'homme de fer. Je suis Superman. C'est bien ça qu'il dit, Superman? Si Superman tient ses pouvoirs du soleil dont il absorbe les radiations, Christopher, dans la chaleur de Los Angeles, sue à la tâche. Oh, regarde ses gros muscles. Mais à 45 ans, il ne met plus sa vie en danger pour ressembler à son idole. Tout a commencé avec le dessin animé. Petit garçon, je regardais Superman à la télé. J'enroulais un drap rouge autour de mon cou. Je prétendais que j'étais Superman. Je montais sur le toit de la maison et je sautais dans les buissons. Orphelin comme Superman, Christopher ne s'est jamais accoutumé à l'autorité de son père adoptif. Le bien, le mal, Christopher l'a appris avec Superman. Pour les psychiatres, la figure du super-héros peut contrebalancer les traumatismes d'une enfance sans amour. Les enfants ont parfois du mal à parler de certaines choses, à moins d'employer des analogies. Celle du super-héros est très utile. Si un enfant s'appelle Jack, on lui demande ce que ferait Super Jack dans telle ou telle situation, ou bien ce que ferait Superman s'il était à sa place. L'enfant comprend que comme Superman, il ne doit pas fuir en courant, mais que comme lui, il doit regarder la personne droit dans les yeux et lui serrer la main. Même si l'enfant reste un peu nerveux, l'analogie lui donne le courage pour surmonter sa peur. Même quand il fait tomber la cape, Superman n'est jamais loin. Christopher s'est offert un sanctuaire, une sorte de caverne d'Ali Baba où il empile tout ce qui se réfère à Superman. Voilà une de mes unités de stockage. Cette pulsion irrépressible d'acquisition, Et voilà, il a du mal à l'expliquer. il n'y a que du Superman. Contrairement au collectionneur introverti, Christopher aime exhiber son butin. T'as vu ce point? C'est une statue de Superman de 2 mètres. Là, tu as des boissons énergisantes Sobi de Superman. Pâte à modeler Superman, poster Superman, skateboard Superman, peu importe l'objet qu'il tient, Christopher l'aime. C'est un prolongement de lui-même, un bout de chair de Superman. Entre ses mains, l'objet devient presque vivant, comme ce livre signé par le principal auteur de Superman. Je l'ai rencontré plusieurs fois, c'est l'un de mes plus grands fans. En lui dédicaçant, c'est comme si Alex Ross avait caressé Christopher et lui avait dit « Superman, c'est toi ». Quand on s'est rencontrés, Alex était émerveillé. Il criait « Oh, tu es là! Je te vois enfin! Tu passes tout le temps à la télé !» Si dans les comic books et à l'écran Lois Lane s'éprend de Superman mais dédaigne Clark Kent, dans la vie pour Christopher, c'est exactement l'inverse qui se produit. Son ex-compagne l'a quitté à cause de Superman. Elle m'a demandé d'arrêter ma collection de Superman. Elle voulait que je cesse de me prendre pour Superman. Je lui ai dit d'aller en enfer. Parce que, pour moi, tu es qui tu es, personne ne peut t'empêcher d'être ce que tu es. Travail, amitié, amour, sa passion pour Superman prend le pas sur toute sa vie, aux grandes dames de Karina, l'actuelle chérie de Christopher. Karina, il a une question pour toi. Est-ce que je pense beaucoup à Superman? Il parle tout le temps de Superman. Il va tout le temps sur eBay pour regarder les objets Superman. Pour que son addiction à Superman cesse, Karina amène Christopher tous les week-ends sur des festivals de BD. L'objectif, vendre sa collection Superman aux fanboys, c'est-à-dire aux fans de comics. Ce dimanche, ils sont nombreux à chiner dans un hangar de Los Angeles. L'un des plus célèbres d'entre eux se fait appeler Pink. Combien avez-vous dépensé aujourd'hui pour des comics? Oh mon Dieu, je n'en ai aucune idée, ça ne s'arrête jamais. Quand je dépense du cash, il faut que ce soit pour des comic books. Pour la société, le fanboy est souvent considéré comme un aliéné.
une victime des industries de masse. Bien dit, c'est le bon mot. Une addiction. C'est exactement cela. J'en ai jamais assez. J'adore ma manière de vivre. Allez, on continue par là. Comme les jugements hâtifs, qui assimilent souvent les comics à de simples histoires entre le bien et le mal, les fanboys plaident pour une analyse détaillée. Pour eux, les comics sont un reflet de la société. Comme elle, les super-héros ont une histoire faite de ruptures. Passionnés, ils les traquent. 3 grandes périodes marquent l'histoire des comics. L'âge d'or, l'âge d'argent et l'âge de bronze. Tout commence en 1938 avec la création de Superman chez DC Comics. L'année suivante, l'homme chauve-souris surgit. On parle d'âge d'or parce que c'est l'époque où les plus célèbres super-héros sont créés. Comme ici avec Batman qui commence à être publié. C'est un Batman de l'âge d'or. C'est le numéro 54 de Detective Comics. La première fois que Batman apparaît dans un comics, c'est dans le DC numéro 37. Ce sont des très vieux numéros. De son côté, à cette époque, Marvel publie La Torche Humaine. Le pic de l'âge d'or, c'est l'entrée en guerre des super-héros. Pearl Harbor n'a pas encore eu lieu, mais Superman a déjà terrassé dans les comic books Hitler et l'Empire nippon. N'oublions pas le meilleur, le grand. Le Captain. Le Captain America naît de cet effort de guerre. Pour l'entrée en guerre des États-Unis, le président Roosevelt accepte un projet secret. Créer une armée de super soldats. Le Captain America en devient le leader. Pour renforcer le moral des troupes, les comics sont envoyés sur le front. Certains artistes comme Stan Lee prennent aussi des armes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la destinée des super-héros est liée à celle de l'armée américaine. Les soldats les plus doués commencent à dessiner des super-héros. Aujourd'hui encore, ils squattent les bancs des meilleures écoles de dessin des États-Unis. La plus connue d'entre elles, c'est la Kubert School, la seule école de comics reconnue par l'État américain. Triés sur le volet, les étudiants viennent des 4 coins des États-Unis, d'Europe et du monde entier. Son nom, l'école la tient de son créateur, Joe Kubert, véritable légende dans le monde des comics. Il a dessiné Tarzan, inventé le personnage du Sergent Rock et dessiné les premiers super-héros en 3D. Yes. This illustration here is Cette illustration, c'est la première tentative d'un dessin en 3D. C'est avant qu'on imprime le premier comics en 3D. C'était en 1951. À l'époque, on a vendu plus d'1 million de copies de comics en 3D. Et c'est un peu grâce à cela que j'ai acheté ma première maison. Sa légende, Joe la doit aussi à son école qui forme les meilleurs artistes. Il a choisi de l'implanter dans cet ancien collège car la lumière est ici idéale pour dessiner. Situé à 50 km de New York, les étudiants échappent au bruit. Le cours du jour pour les premières années, dessiner quelque chose qui ne se voit pas à l'image, la mort d'un super-héros. Ils doivent dessiner la mort d'un super-héros sans montrer directement le super-héros. Pour le représenter, ils utilisent des symboles qui, implicitement, font comprendre qu'il est mort. Lloyd est réserviste. Oh non, non, j'étais sur le terrain pendant 14 ans. C'est une façon très particulière de... C'est un funérail militaire. Quelque chose dont je n'avais pas conscience. Depuis 1944 et la GI Bill, l'État paye aux soldats les plus doués des études d'art. C'est ce qui a permis à Lloyd, après avoir servi 14 ans sous les drapeaux, d'entrer à la Kubert School. Voilà mon dernier uniforme militaire. Il est fait pour le désert. Il y a mon nom et mon rang. Capitaine Lloyd Brigery. C'est impossible d'acheter ces bottes dans le commerce. C'est une récompense militaire. Des bottes de tankiste. À la place des lacets, tu as des sangles. Tu lisais des comics dans ton tank? Quelquefois, ouais, quelquefois. Pour Lloyd, tankiste aux pires heures du conflit irakien, même dans les couloirs de son école, la guerre n'est jamais très loin. Depuis 10 ans, la Kubert School publie un comics à l'intention des soldats sur le front. L'idée, les aider à comprendre comment fonctionne leur matériel. On est au front pour se battre, tu sais. On n'a pas le temps de lire le manuel.
Il faut agir et réagir vite pour rester en vie, tu vois. Mais c'est bien de les avoir à notre disposition. L'idée de ce manuel militaire, c'est Will Eisner, l'un des plus grands artistes de la bande dessinée américaine, qui l'a eu. On est alors en pleine Seconde Guerre mondiale. Les soldats, pour la plupart des conscrits, connaissent mal leur matériel. L'officier en charge des manuels disait « Je ne sais pas pourquoi on les publie. Personne ne les lit. » Will Eisner lui a répondu « C'est normal, il n'y a que du texte. Je vais vous les faire moi en incluant des dessins. Ainsi, les manuels deviendront amusants et intéressants. Comme cela, les militaires les liront et sans s'en apercevoir, ils apprendront des choses avec. » Des bancs de la Kubert School à la rédaction des plus célèbres comics, il n'y a qu'un pas pour les militaires. Chez IDW, l'éditeur de G.I. Joe, ils sont légion. Nos scénaristes de G.I. Joe ont presque tous une expérience militaire. Ceux qui n'en ont pas sont des experts en affaires militaires et en armes. Larry Hammer, qui l'écrit en ce moment, a un long passé militaire. L'autre star de l'âge d'or, c'est Batman. Contrairement à Superman, il ne fait pas la guerre. Privé de super pouvoirs, Batman protège seulement Gotham City. De sa création en 1939 jusqu'à nos jours, l'homme chauve-souris a opéré une longue mue. Après la guerre, il est essentiellement une figure paternelle qui s'occupe de Robin. Neil Adams décide alors de ramener Batman à ses origines. Pour moi, il n'y a rien de surprenant à ce que je dise à DC Comics, voilà comment Batman devrait être. Le choc et la surprise est qu'il les fait si mal aussi longtemps. Batman est une créature de la nuit. Il doit être mystérieux, formidable et effrayé quand il surgit. Quand Neil Adams révolutionne Batman, les comics sont en crise. D'une part, la Seconde Guerre mondiale est gagnée, l'Amérique n'a plus besoin de super-héros. D'autre part, le Sénat américain entame une croisade contre les comics. C'était une époque terrible aux États-Unis. Tu es français? En France, vous avez des bandes dessinées. Aux États-Unis, les comics étaient perçus comme du papier toilette. Du papier toilette, tu vois ce que c'est? Les comics étaient devenus quelque chose de grossier, parce que le Congrès, non content d'attaquer les communistes, avait décidé d'attaquer les comics. Les comics sont présentés comme violents, vulgaires, nocifs. Robin et Batman seraient des homosexuels. Wonder Woman, avec sa tenue légère, l'opposé de ce qu'une femme doit être à l'époque, et Superman, une machine à tuer. Frederick Wertham, un psychiatre, est devenu très impopulaire dans le monde des comics. Il a pris la tête d'un mouvement contre les comics qui affirmait qu'ils étaient la principale cause de la délinquance juvénile. Des auditions ont lieu au Congrès. Le docteur Wertham y présente les conclusions de son livre « Séduction of the Innocent ». Le résultat est immédiat, l'industrie des comics a le choix. S'auto-réguler ou l'État américain s'en chargera. Les éditeurs prennent les devants. Ils créent une organisation d'autocensure. Avant chaque parution, le contenu des comics est contrôlé. Nous sommes en 1954, Batman et Robin fréquentent plus de femmes. Wonder Woman se rhabille et Superman arrête de tuer sans compter. C'était un peu comme une pendule qui se balançait d'un côté et puis de l'autre. Quand le code est sorti, la pendule est restée coincée à une extrémité. Retour vers le futur. 60 ans plus tard, tout a changé. La censure a disparu, la liberté des auteurs est totale. Les comics sont respectés au point que les super-héros sont entrés à l'école primaire. Ils auraient un rôle positif pour l'éducation des enfants. Ils apprennent à construire une intrigue, à y insérer des personnages en les personnifiant. Ils apprennent qu'une histoire a un début, un milieu et une fin. Ils apprennent donc les bases de l'écriture avec les comics. En 2001, un professeur de la Columbia University montre que les comics amènent les enfants récalcitrants à la lecture. Le Comic Book Project est né.
Depuis, 850 écoles à travers le pays ont repris le concept, comme ici à Harlem. En plus de la lecture, les comics aident les enfants à se socialiser. Ils apprennent à travailler en équipe. Le Comic Book Project est vraiment un projet de groupe. Chaque enfant propose ses idées et ensemble, ils doivent arriver à en faire une synthèse cohérente. Ils apprennent donc à retranscrire de manière cohérente les idées du groupe. Pendant une année, les élèves dessinent ensemble un comic. Le thème imposé cette fois-ci, sauver la planète. Tu penses que la planète est en danger? Oui, parce qu'une météorite va s'écraser sur la planète. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Le visage de Monsieur Poupy. Qui est Monsieur Poupy? Le méchant. Le vilain Mr. Poupy symbolise la pollution. Il sera vaincu par Rhea, une super-héroïne. De l'époque de la censure aux classes de super-héroïnes qui sauvent le monde, 50 années se sont écoulées. 50 années d'une profonde révolution marquée par l'empreinte d'un artiste, Stan Lee. Après avoir lu pendant un moment des bandes dessinées, les enfants sont de plus en plus à l'aise avec la lecture. Quand vous savez lire, vous ne vous contentez plus seulement des comics, vous lisez d'autres livres. Les comics sont donc un excellent départ pour apprendre à lire. Si les comics sont devenus un instrument éducatif, c'est parce qu'il y a 50 ans, Stan Lee a une idée lumineuse. Faire tomber le masque des super-héros. Le succès est fulgurant. L'Amérique et le monde entier découvrent un artiste et l'univers Marvel. La période d'argent des comic books vient de commencer. Stanley. Alors, comment le jeune Stan Lee a-t-il conquis le monde des comics? À l'origine de la révolution, on trouve Superman, Batman et Wonder Woman. En 1960, DC Comics les réunit au sein de la Justice League. Le succès est fulgurant. Le patron de Marvel dégaine à son tour. Il charge Stan Lee de créer une super équipe concurrente. En quelques années, aidé par Jack Kirby et Steve Ditko, il va créer les 4 Fantastiques, Spider-Man, Thor, Iron Man, Hulk et d'autres super équipes comme les Avengers ou les X-Men. Mais le génie de la révolution Stan Lee, c'est d'avoir fait de simples citoyens ordinaires des super-héros. Avec Superman, Batman et Wonder Woman, le personnage principal c'est Superman, Batman et Wonder Woman. Bref, l'histoire est à propos du surhumain, du super-héros. On sait qu'ils ont des alter-ego comme Clark Kent et Bruce Wayne, mais on ne s'intéresse pas vraiment à eux car toute l'attention est accaparée par Superman, Wonder Woman et Batman. La principale innovation de la révolution Stan Lee est d'avoir renversé cette dynamique. Donc, même si Spider-Man est le titre du comic, l'histoire n'est pas centrée sur l'homme araignée, mais sur Peter Parker, le jeune lycéen, l'adolescent qui n'a jamais de petite copine, le héros maladroit qui fait rétrécir son costume en le lavant. Les histoires de Stan se centrent sur la personne derrière le masque et pas sur le masque lui-même. La révolution Lee est si novatrice qu'elle sera saluée en son temps par le président Reagan. Le président Reagan savait que l'intérêt de beaucoup de jeunes pour la lecture et l'école prenait directement sa source dans les comics où Stan éveillait leur curiosité. C'est pourquoi, ce soir, je suis fier de remettre le prix Ronald Reagan à l'incomparable Stan Lee. Je dînais un soir avec le président. Et ce que je lui ai dit en premier, c'est « Monsieur le Président, vous devez être tellement soulagé de ne plus avoir le poids du monde sur vos épaules. » Il m'a regardé et comme un enfant, les yeux grands ouverts, plein d'enthousiasme, il m'a dit « Non, j'adorerais être président !» Et il l'a dit exactement ainsi. Pour mesurer l'impact de la révolution Lee, les honneurs du président c'est bien, la ferveur populaire c'est mieux.
Puis-je te poser une question? C'est important pour toi de voir Stan Lee? Ouais, c'est très important. C'est le créateur de Marvel. Il a fait les meilleurs BD. Il a créé nos super-héros favoris. Ouais, comme Spider-Man. J'ai commencé à lire Spider-Man quand j'avais 14 ans. Je lui ai donné mes BD qu'il a continué à lire à l'université. Et maintenant, Carl, qui a 13 ans, les lit depuis quelques années. Donc peu importe à quelle génération tu appartiens, ce qu'a fait Stan nous parle à tous. Aussi ordinaire que nous soyons, grâce à lui, on peut tous devenir des super-héros. Stan Lee, artiste intergénérationnel, a réussi un pari incroyable. Unir père et fils dans les profondeurs de l'enfance. Le secret de son œuvre donc? Allier rêve et réalité. À tel point que des citoyens ordinaires enfilent aujourd'hui le costume de leur super-héros favori. On les appelle des real-life super-héros. Véritables justiciers ou simples héros loufoques, à la nuit tombée, ils squattent les toits de Brooklyn. Je m'appelle Life. C'est ma carte de super-héros anonyme. Je suis un super-héros de New York et je fais tout ce que je peux pour aider les autres. 24 heures dans la vie d'un real-life super-héros, ça ressemble à ça. Au réveil, Life commence par vérifier l'état de ses munitions. Ici, nous avons du savon, des rasoirs, des brosses à dents, du dentifrice, des déodorants. L'arsenal de Life, qui s'appelle Raïm dans la vraie vie, lui permet d'aider les SDF de New York. Sans super pouvoir, plus surhumain que super-héros, il collecte auprès des riches donateurs des produits de première nécessité. Quand je suis devenu un super-héros, j'ai commencé à vouloir aider les gens. Je suis allé voir les sans-logis et je leur ai demandé de quoi avez-vous besoin. Ils m'ont répondu qu'il manquait de savon, de chaussettes, de brosses à dents, de dentifrice et de toutes ces choses. Donc avec mes amis, on a décidé de s'engager car le gouvernement n'en fait pas assez pour eux. Pour pallier aux failles du système social américain, Raïm crée il y a 5 ans les super-héros anonymes. Un groupe d'une 50aine de super-héros qui, comme lui, aident les plus démunis. Comme tout super-héros qui se respecte, Raïm ne sort jamais démasqué. Et pour se diplômer de la célèbre Columbia University, on ne lésine pas sur le costume. Mon costume de super-héros est très conventionnel. Il est dans l'esprit de celui du frelon vert. Mon modèle de super-héros est donc vraiment très traditionnel. Col ajusté, chapeau vissé sur la tête, ce Robin des Bois des temps modernes se prendrait presque au sérieux. Les préparatifs finis, place maintenant à l'action. Sa Batmobile n'est pas garée dans une grotte secrète, mais dans la rue. Et comme toutes les voitures, elle roule au super. Même les super-héros subissent la flambée du prix du pétrole. Ici, on est à Brooklyn. On va traverser le pont pour se rendre à Manhattan. C'est là que sont la plupart des SDF. On va leur distribuer le matériel et les aider ce soir. Faute de pouvoir voler au secours des SDF comme Superman, Life compense par la puissance de sa voiture. On va leur montrer qu'il y a des vrais super-héros dans le monde. S'ils ne sont pas encore au courant qu'on existe, ils vont bientôt le savoir. En moins de 3 heures, avant que les SDF n'aillent se coucher, Raïm va distribuer plus de 50 kg de dentifrice, brosses à dents et autres produits de première nécessité sur un périmètre égal à la moitié de Paris. Depuis la crise de 2007, le nombre de sans-logis a pratiquement doublé à New York. 45 000 d'entre eux vivent dans les rues de Manhattan, car c'est dans les quartiers les plus riches de la Big Apple qu'ils trouvent les meilleurs squats. Voilà une solution antiseptique pour vous, et du chocolat pour vous. Il faut aider les SDF. Ils ont besoin d'aide. Casse-toi. Life file désormais dans un squat de luxe. Entre la 55e et la 56e avenue, Sony sponsorise un espace public ouvert la nuit. En quelques années, le Sony Plaza est devenu un repère à clochards. Je suis Life, un vrai super-héros. À New York, il y a beaucoup de réels super-héros comme moi. Ma spécialité est d'aider les jeunes qui sont dans la rue. Donc je vais les rencontrer pour savoir ce dont ils ont besoin. Voilà du dentifrice. En plus des kits d'hygiène, Life donne de la chaleur humaine et toute son écoute au SDF.
J'ai pas le bac, j'ai pas de diplôme universitaire, mais à force de vivre dans la rue, j'ai une thèse en système D. Merci. Bon courage, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Grande banlieue de New York. Le pas déterminé, celui qui se fait appeler le crapaud, The Cloak en anglais, patrouille dans les rues de son quartier. Hey, comment allez-vous? Tout est calme ce soir? The Cloak est une sorte d'auto-justicier, un citoyen ordinaire qui veut faire régner l'ordre dans son voisinage. Ah, je patrouille, c'est tout. Je vérifie que la zone est sûre. Rien de plus. Je fais juste mon boulot de super-héros. Charlie, viens immédiatement, j'ai un super-héros en face de moi. Non, je te le jure. Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Le crapaud. Le crapaud, Charlie. Quand il enlève son masque, The Cloak s'appelle Thomas. Ce jeune papa, fan de comics, a voulu ressembler à son idole, Batman. Comme lui, il veut combattre le crime. Et si Gotham City est bien New York, Thomas, lui, a créé son personnage de toutes pièces. En quête de reconnaissance, il interpelle les gens. Je suis le crapaud, au fait. Quoi? Le crapaud? Quand il ne les effraie pas, les gens se moquent de lui. Surtout quand il fait étalage de sa maîtrise des arts martiaux. Je sais faire du kung-fu, du taekwondo et aussi de l'aïkido. J'ai une règle de base. Je ne tue pas. Quand je me bats contre quelqu'un, je ne le brutalise pas au point de l'envoyer à l'hosto. Je vais juste le faire tomber et l'immobiliser jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'arrêter. Rien de plus. Grâce à sa maîtrise des arts martiaux, Thomas serait donc capable de tuer à main nue. On se dit quand même qu'on aimerait bien le voir à l'œuvre, le Cloak. Merde, mon bras! Non, j'en ai assez pour aujourd'hui. C'est le seul job que j'ai conservé. Bien sûr, je ne suis pas payé, mais j'ai l'impression de faire quelque chose de constructif pour la société. Et jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit que c'était mal ou que je cause des problèmes. Au chômage depuis 2 ans, Thomas a récemment été interpellé par la police. Lors de l'une de ses patrouilles, il portait des armes. Plusieurs autres real-life super-héros auraient déjà dérapé selon la presse américaine. Retour avec Stan Lee sous les palmiers de Santa Catalina. Comment allez-vous, monsieur Lee? Comment allez-vous? Ça va bien, pas mal du tout. Qu'est-ce que le maître des super-héros pense de ces real-life super-héros qui se baladent dans la vraie vie avec le costume des personnages qu'il a jadis créés? J'ai peur que l'un d'entre eux se fasse attaquer. Ils n'ont pas de super-pouvoir, ni de gilet pare-balles. Ils se promènent, déguisés dans la rue. Avec leurs costumes, ils sont donc très visibles. Que va-t-il se passer si des délinquants passent par là avec un flingue dans les mains et leur tirent dessus? Je pense qu'ils prennent trop de risques. Ils pensent peut-être qu'ils sont des super-héros, mais ils n'ont pas de super-pouvoir. Que va-t-il se passer s'ils tentent d'arrêter des criminels armés? Donc oui, je suis très inquiet pour eux. Pour Stan Lee, les citoyens ordinaires ne seront jamais des Superman. En créant des super-héros à visage humain, il a pourtant bouleversé les codes du dessin. Au point que dans les écoles où on apprend à dessiner un super-héros, il faut avant tout maîtriser l'anatomie humaine. Une chose essentielle qu'on apprend ici, c'est l'anatomie. Ça, c'est la clavicule. Et cette petite extrémité sternale, tout le monde l'a. Quand tu la dessines, il faut qu'elle soit parfaitement représentée, que tu aies le bon rapport entre les deux extrémités. C'est vrai que tu dessines Superman ou Wonder Woman ou Spider-Man, il faut que ce soit juste.
Pour représenter des milieux dans lesquels leurs super-héros vont évoluer, mais qu'ils ne connaissent pas, comme un sous-marin ou une voiture de course, les étudiants disposent d'une riche bibliothèque. Pour soigner les détails, les étudiants cèdent de photos qu'on appelle références dans le monde de la BD. Prenons par exemple ce livre sur les voitures de course. Dans mon imaginaire, j'ai une certaine idée des voitures de course, mais je ne sais pas tout. Il y a des choses que je vais oublier forcément. C'est pourquoi Joe nous dit sans cesse, utilisez des références, des références. Prenez des photos comme modèle. Utiliser de la documentation donne plus de crédibilité à ton dessin. Cela permet par exemple de respecter l'écart entre la roue et la carrosserie. La dernière étape dans la fabrication du super-héros, c'est le coloriage. Dans cette salle, on finalise les dessins. On apprend à utiliser Photoshop. Nés après la révolution Stanley, les étudiants de la Kubert School ne sont pas très fans des super-héros parfaits type Superman. Les super-héros doivent avoir une logique humaine, ce qui implique d'être parfois égoïste et parfois altruiste. C'est plus réaliste, contrairement à un Superman qui est un peu trop parfait. Loin des canons des héros de DC Comics, les artistes de demain rêvent de super-héros imparfaits. Mais avant de révolutionner à leur tour le monde des comics, ils devront sortir diplômés de la Kubert School. 3 années d'études au cours desquelles le moindre échec d'un étudiant à l'une des matières enseignées équivaut à son exclusion définitive. Véritable parcours du combattant, la Kubert School est un passeport sans équivalent dans l'industrie de la BD américaine. Au total, on a plus de 90% des étudiants diplômés qui trouvent un emploi. Plus de 90%. Ils doivent travailler vraiment très dur pour en arriver là. En moyenne, les étudiants dessinent 8 à 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Où est-ce que vous allez maintenant? À la maison, pour travailler. On va continuer à bosser, c'est le seul moyen de progresser. Travailler. Allez, salut. L'autre aspect de la révolution Stanley est d'avoir fait de New York le terrain de jeu des super-héros. Exit Gotham City, Metropolis et les autres villes imaginaires qui sont en fait de pâles copies de la Big Apple. Désormais, dans les comic books de Marvel, New York s'appellera New York. Sur Broadway Avenue, au 20e et dernier étage de son building, Klaus Johnson, illustre dessinateur de Batman et Spider-Man, domine New York. J'aime l'espace, la distance, la 3D. J'aime la profondeur de champ. En vivant en haut d'un gratte-ciel, j'ai ce sentiment d'ouverture. Quand j'ai visité l'appartement, que j'ai vu cette pièce, je savais que j'allais y travailler, que c'était l'appartement qu'il me fallait. J'ai besoin de cette lumière, de pouvoir voir loin. C'est un sentiment agréable, un lieu parfait pour travailler. Voilà l'atelier de Klaus Johnson. C'est ici qu'il a dessiné le plus célèbre des Batman, The Dark Knight Returns. Véritable jardin secret de 20 mètres carrés, jamais une caméra n'avait jusque-là pénétré dans son atelier. Voilà quelques dessins que j'ai faits ces dernières années. Parce que j'y vis, je suis très influencé par New York. Comme pour ce Spider-Man, je prends des photos pour représenter les buildings de New York City. J'ai surtout une affection particulière pour les réservoirs d'eau accrochés au toit des immeubles de New York City. Pour dessiner le plus fidèlement New York, Klaus a tout bien étudié, photographié, intégré. Rien n'est laissé au hasard. Similaire au chef décorateur des plateaux cinéma, Klaus, le dessinateur, crée sous son crayon le terrain de jeu des super-héros. J'ai toujours pensé que l'environnement était aussi important que les personnages. C'est seulement une fois le décor planté que les fans peuvent s'adonner à leur passe-temps favori, voir les super-héros sauver le monde. Si le dessin est réaliste, il permet aux lecteurs de connecter leur réalité à celle de mes comics.
Dessiner un cadre réaliste aide le lecteur à entrer dans le monde que je crée pour eux. À New York, Jérôme, c'est l'artiste qui monte. Dans son dernier comics, No Airman, un flic de New York devient super-héros. Comme pour Stanley et Klaus Johnson, New York, c'est son réservoir créatif. Car seul ici, derrière chaque rue, chaque building, se trouve une référence au rêve américain. Seul ici, le destin d'un super-héros peut changer la face du monde s'il prend telle ou telle rue. Comme à l'intersection de Broadway et de la 5e avenue où se trouve le Flatiron Building. C'est la seule avenue de New York qui ne soit pas rectiligne. Le Flatiron Building est un endroit crucial pour mon histoire, car c'est ici que mon personnage décide ou non de devenir un super-héros. C'est un paradoxe. Si mon héros part vers la droite, il fait le mauvais choix. En revanche, s'il va vers la gauche, il prend la bonne décision. Comme le super-héros de Jérôme est parti sur la gauche, il a choisi d'assumer son destin de super-héros. Son choix fait, le héros de Jérôme doit prendre de la hauteur. À cette fin, No Airman utilise le plus célèbre gratte-ciel, l'Empire State Building. Et ce n'est pas le seul, Superman, Batman et Spider-Man l'ont tour à tour utilisé. New York, ville des super-héros, ce n'est pas qu'une source d'inspiration chez les artistes, c'est aussi un jeu en vogue chez les jeunes. L'objectif, déloger les super-héros. Comprenez, déranger les habitants d'un appartement qui a inspiré une BD Batman ou un film Spider-Man. En caméra cachée, nous avons tenté l'expérience. Est-ce que vous savez où vit Peter Parker? Qui? Peter Parker. Spider-Man. Ah oui, c'est dans cet immeuble. Voilà l'immeuble qui a servi au film Spider-Man 2 et 3. C'est rue Christie au numéro 187. Je voudrais savoir où vit Peter Parker. Qui? Spider-Man. Ah oui, c'est dans cet immeuble. C'est cet appartement? C'est cet appartement. Mais non, c'est pas dans cet appartement. Incohérence, confusion. Bordel, c'est quoi ce bruit sur le toit? C'est comme dans un film, comme si Spider-Man venait d'arriver. Est-ce qu'il est là, en train de se tirer en vélo? Vite, vite, il faut nettoyer l'objectif. Si c'est lui, c'est le scoop du siècle. Merde, c'est le proprio. Je vous ai demandé une fois de partir, une fois de trop. Ok, donc maintenant tu pars. Ouais, ok, je pars, vous inquiétez pas. Ouais, je m'inquiète, ouais. Pourquoi vous êtes fâché? Je suis juste un journaliste qui cherche Spider-Man. Quel est le problème? Quel est le problème? Je comprends pas. Le problème, c'est que tu rentres chez des gens sans demander, ok? Si Spider-Man s'est fait la belle, c'est parce que ce soir, il avait une urgence. L'homme araignée a maintenant son show à Broadway. Avec 75 millions de dollars investis, c'est l'un des spectacles les plus chers de l'histoire de Broadway. Mais pour l'instant, c'est un véritable bide. Spider-Man, c'est 700 000 dollars de pertes par semaine. En partie à cause de sa complexité technique. Les artistes effectuent plus d'une vingtaine de numéros aériens au-dessus du public. Pour éponger ses dettes, les directeurs du spectacle mettent maintenant en avant l'aspect humain de Spider-Man. Les paroles de la comédie musicale racontent surtout les difficultés du jeune Peter Parker. Perte de ses parents, amour déçu, crise d'adolescence, la musique composée par le groupe U2 balaye les problèmes du jeune pubère. À Broadway aussi, pour faire survivre les super-héros, il faut les rendre plus humains. En difficulté dans les cabarets, Spider-Man ne connaît pas la crise à l'écran et dans les magasins de comics. Chaque année, l'homme araignée rapporte plus de 2 milliards de dollars à Marvel. Plus surprenant, c'est l'engouement autour des figurines de super-héros. Midtime Comics à Times Square, je peux vous aider? Chaque jour, chez Midtown Comics, elles arrivent par camion entier. Les gens sont fous de ces figurines? Yes. Ouais, comme des tarés. Carl, en treillis militaire, ne cache pas son amour pour les G.I. Joe. Et ça, c'est la dernière figurine G.I. Joe. G.I. Joe le renégat. Il a été commercialisé l'an dernier. Les G.I. Joe sont des gars cool, qui combattent le mal. Ils n'ont pas de super pouvoir. Ils n'ont que des fusils.
T'as vu? La figurine devient ce Pygmalion qui permet à l'individu de se révéler à lui-même. Les G.I. Joe me donnent une passion, un centre d'intérêt. J'accomplis quelque chose au lieu de boire ou de me battre. Croyez-le ou pas, mais ces figurines m'apaisent. James a lui aussi l'œil qui frétille. Une nouvelle figurine de Captain America est sur le marché. Voilà à quoi ressemble un vrai soldat. Impatient et crasseux. Il est prêt à partir au combat. Regarde-le! Regarde le Captain America! Il a son fusil, il est équipé pour se battre. Il n'y a rien de plus beau que cela. C'est un vrai soldat. Ces figurines te permettent de rester un enfant. C'est cela le meilleur. Formidable. La figurine permet donc d'effacer le temps. L'homme redevient enfant. Pour les patrons de Comic Store, c'est tout bonus, car ces petites statuettes se vendent à prix d'or. Cette grande figurine a un bouton. Si tu presses dessus, elle te parle. Et voilà. Chez les fans de super-héros, il n'y a pas de hiatus de classe. On n'a pas de client type. Ce sont aussi bien des jeunes, des adultes, des hommes, des femmes, des personnes sans emploi et d'autres qui ont le meilleur boulot au monde. La communauté de fans de super-héros a ses lieux, ses totems, son langage et son jour saint, le mercredi, quand les nouveaux numéros de comics arrivent en magasin. Voilà les comics qui seront en magasin demain, mercredi. Tout le monde va se les arracher. Voilà le nouveau 52 avec la Justice League écrit par Jim Lee. Ici on a le 3e volet des Avengers contre les X-Men. Qui va gagner? Venez voir. Tout sera dans les rayons demain, mercredi à 9h. Venez tant qu'il en reste. Quand ils ne lisent pas les récits de leurs super-héros, les New-Yorkais les dessinent. Vous avez 15 minutes pour dessiner un super-héros. Bienvenue au Dare to Draw, un concours de dessin hebdomadaire. La musique est lancée. Top, le concours a commencé. La montre tourne. Tout le monde a fini? Le concours est terminé. Dans l'arrière-salle, les juges cherchent le meilleur dessin de super-héros. Vous avez 10 minutes pour faire ça. Le super-héros qui a retenu l'attention des juges est un peu singulier. Premier prix. Il y a déjà beaucoup de super-héros. On a Superman, Captain America, Thor. La liste est sans fin. Mais il n'y a pas vraiment d'archétype de super-héros. Ce ne serait pas forcément drôle si tous les super-héros devaient obligatoirement ressembler à un modèle. C'est ce que Jack Kirby et Stan Lee nous ont montré dans les années 60 en créant des super-héros qui ressemblaient à des monstres. S'il vous plaît, asseyez-vous. Les juges arrivent, bébé. Le premier prix du meilleur super-héros est pour... Jay Patterson. Mal rasé, le cigare au bec, le personnage de Jay a tout de la caricature du super-héros. On est loin de Superman. Héros malgré lui, anti-héros ou héros décalé, un has-been maladroit et attachant est devenu super-héros. Le cigare, c'est la touche en plus. Depuis les années 80, les anti-héros ont la cote aux États-Unis. Dans les concours de dessin, sur Internet et dans la rue, c'est l'âge de bronze des comics. Avec Occupy Wall Street, l'anti-héros de V for Vendetta est rattrapé par l'actualité. Les membres d'Occupy Wall Street sont des héros, car ils se dressent contre le pouvoir. Ils montrent ce que cache le pouvoir. Ils portent les idées progressistes jusque dans la rue, littéralement.
Dans le roman illustré d'Alan Moore, V, un anarchiste, ébranle les symboles du pouvoir britannique devenu totalitaire. Si on est loin du monde apocalyptique dans lequel nous plonge V for Vendetta, les contestataires d'Occupy Wall Street se servent du masque pour dénoncer les abus du capitalisme financier, mais d'abord comme bouclier. Le masque reflète une idée. Il montre aussi à l'État et à la police qu'on peut devenir anonyme dès qu'on en a besoin. Ils ne peuvent pas nous filmer ainsi. Télésurveillance, corruption, médias pourris, gouvernement qui manipule par la peur, on retrouve dans les inquiétudes des manifestants les thèmes favoris du héros de V for Vendetta. Le masque est important parce que le personnage de V se bat pour la révolution et la liberté. C'est pour cela que les membres d'Occupy Wall Street l'ont adopté. Regarde juste autour de toi. C'est comme dans les comics. La vie imite l'art. C'est la meilleure façon de décrire ça. Plus qu'un effet de mode, les bras cassés anti-héros bousculent les super-héros traditionnels. C'est l'âge de bronze des comics. À New York, ville des super-héros, pendant que les anti-héros battent le pavé, à Times Square, les héros historiques s'adonnent à leur passion favorite, sauver le monde. Iron Man est ici! Iron Man est ici pour vous sauver! Est-ce que tout est sous contrôle? Vous voulez que j'expose quelqu'un? C'est cool mec, merci, j'apprécie. Voilà, c'est ce que je fais pour vivre. Et un jour je partirai de New York parce que j'en aurai marre de tout ça. Quitter le trottoir, Christopher y a aussi pensé. Le blues du super-héros, il connaît. Mais il aime trop ces moments-là. Quand il devient Superman, ils sont là tous ensemble. Le chat sur le sol, le regard se croise, c'est toujours les mêmes gestes. Le peigne dans ses cheveux, puis le coup de lac. Toujours. D'abord la culotte, rouge, toujours. Puis la jambe gauche, chaussettes, chaussures, toujours. Puis le bras droit, toujours. Puis une goutte de parfum, toujours. En fait, c'est pas du parfum, mais une imitation. Ça s'appelle Epic. Ça sent bon et Superman est un personnage épique. Quelle ironie! C'est le parfum parfait pour moi. Ce matin, Christopher a du chien. Remonté comme une pendule, il a rendez-vous avec une star internationale. Il a décidé de proposer sa cape à Johnny Depp. Johnny! Johnny! Thanks very much. Johnny, look up one time, please. Johnny, why didn't you do the Superman? Johnny, over here. Tu es génial, Johnny! Christopher rêve d'un Johnny Depp Superman, comme Stan Lee rêvait que de grands acteurs enfilent le costume de ses héros. Hollywood l'a fait. Excelsior! Il y a tous les effets spéciaux, il y a la musique, les acteurs qui font des performances incroyables. C'est impossible de comparer les comics avec le cinéma. L'idée des super-héros à visage humain, Stan Lee l'a eue grâce à sa femme. Un jour, elle lui a dit « Fais ce qui te plaît, n'écoute plus tes chefs, laisse parler les monstres de ton imagination. »
Après avoir révolutionné les comics, Stan Lee a conquis le monde au cinéma. On se voit plus tard. Le spectacle va commencer. Est-ce que vous avez aimé le film? Ah, il est fantastique, incroyable. Ah oui. C'est extraordinaire de voir tous ces personnages travailler ensemble. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous ensemble. J'ai adoré Spider-Man, Iron Man et Hulk. Mais Spider-Man n'est pas dans le film. Non, mais je veux dire... C'est incroyable qu'ils aient pu les mettre tous ensemble et qu'ils arrivent à s'organiser, à former une belle équipe. Stan est vraiment un génie. Oui, vraiment, c'est dingue. M'embrasse pas.